Lumière. 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 Lumière sur l'intelligence artificielle avec Nazim Fates, chercheur INRIA au Lauréat. On entend parler d'elle tous les jours. On peut même dire à toutes les sauces, un jour elle sauverait l'humanité, le lendemain elle y mettrait fin. De qui ou quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'intelligence artificielle. Pourrait-on faire un point sur une définition, son histoire et sa réalité actuelle et non fantasmée ? D'ailleurs, certains parlent même de plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Pour y voir et entendre plus clair, j'ai demandé ces lumières à Nazim Fates, chargé de recherche INRIA sur les systèmes complexes au Lauréat à Nancy. Bonjour Nazim, pouvez-vous nous donner une définition de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on relève d'un domaine informatique, des mathématiques, de la robotique ? Bonjour Véronique, tout d'abord merci de me recevoir et de me donner la parole pour m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur depuis de longues années. Alors moi j'ai travaillé à l'INRIA, au Lauréat à Nancy, dans une équipe qui s'appelle Maya, qui signifiait machine intelligente autonome, donc on était en plein dans le thème de l'intelligence artificielle. Et ce que j'aime à dire, c'est que souvent on ne parlait pas vraiment d'intelligence artificielle, on aimait plutôt parler de nos domaines respectifs de recherche. Il y en a qui parlaient d'apprentissage markovien, il y en a qui parlaient de systèmes complexes. On préférait parler de choses techniques, pointues, parce que le mot intelligence artificielle est curieux. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est curieux, il y a quelque chose qui nous met un peu mal à l'aise, il y a quelque chose qui nous fascine. Ça peut faire appel à la science-fiction, comme vous l'avez dit, des choses qui mettent fin à l'humanité ou qui vont au contraire sauver l'humanité. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça relève du domaine informatique ? Oui, bien sûr. Avant tout du domaine de l'informatique, du domaine des mathématiques, oui bien sûr, de la robotique évidemment. Ce sont les trois premiers domaines auxquels on pense. Mais attention, il n'y a pas que ces domaines-là. Il faut penser aussi ce qui s'appelle de façon vague sciences humaines. Parce que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de choses qui ont vocation à être au milieu des activités humaines. Et donc, il faut penser économie, il faut penser logistique, il faut penser santé. Il faut même penser la guerre avec les drones, il faut penser tout ce qui relève d'activités humaines avant tout. Et donc ça dépasse largement le strict domaine de l'informatique, des mathématiques et de la robotique. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être parler d'un mode de vie. Il faudrait peut-être parler d'une façon d'habiter le monde quand on parle d'intelligence artificielle. C'est une façon d'être en relation avec les autres, par le biais des machines et par le biais des calculs. D'où les questions redoutables qui vont se poser dès qu'on pose ce terme trouble, peut-être fascinant, d'intelligence artificielle. Il est vrai que le mot intelligence est déjà délicat à utiliser en général, parce qu'on a déjà du mal à l'employer pour d'autres êtres vivants que les humains. Mais alors avec des processeurs, c'est encore plus compliqué. Votre avis sur le sujet ? Oui, alors vous dites processeurs, donc ça il faudrait expliquer ce que ce sont ces processeurs. On parle de processeurs ou de microprocesseurs. Effectivement, dès qu'on a de l'intelligence artificielle, il faut revenir à comment ça se matérialise, au fond. Alors, peut-être avant de parler de processeurs et de microprocesseurs, on pourrait parler d'algorithmes. Donc, les techniques d'intelligence artificielle reposent sur ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions élémentaires qui sont très simples et qui vont être appliquées de manière répétitive. Alors, c'est déjà là où le mot intelligence artificielle nous met complètement en porte-à-faux, parce qu'on a intelligence d'un côté, donc j'espère qu'on considère que les êtres humains sont intelligents. Ils ne sont pas toujours intelligents à tout moment, mais en tout cas, c'est une faculté qu'a l'être humain. Dans une certaine mesure, l'intelligence, c'est une faculté des animaux, évidemment. Faudrait surtout pas dénier aux animaux la faculté d'avoir une forme d'intelligence.
qui n'est évidemment pas la même que celle des êtres humains. Les animaux ne sont pas capables de raconter leur histoire, ils ne sont pas capables de dire je suis Nazim Fathès ou je suis Véronique Bronner et de raconter tout ce qu'ils ont vécu, etc. Mais évidemment, ils ont leur forme d'intelligence à eux. Mais pourquoi dire intelligence pour des machines qui sont essentiellement des machines à calculer? Alors c'est là où vont arriver les problèmes. Alors tout à l'heure, vous me demandiez une définition de l'intelligence artificielle. Je dirais évidemment, il n'y en a pas. Les spécialistes en intelligence artificielle ne s'accordent pas sur une définition unique. Personnellement, la définition que je donnerais, c'est faire de l'intelligence artificielle, c'est dialoguer avec Alan Turing. Voilà. Vous voyez, si je dialogue avec Alan Turing, je fais de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est lui qui, le premier, a réfléchi en profondeur et de façon sérieuse à cette question de se dire, est-ce que les machines pourraient devenir intelligentes ? Alors, on y a réfléchi avant, mais jamais de façon aussi précise que lui l'a fait. Et si vous ouvrez un livre, vous allez voir intelligence artificielle, on va vous dire que c'est né en 1956, d'accord ? Avec un congrès, le congrès de Dartmouth aux États-Unis, où des chercheurs vont poser vraiment des questions très précises en se disant, bon voilà, il y a l'esprit humain, est-ce que les machines peuvent imiter l'esprit humain ? Jusqu'à quel point on peut à la fois comprendre l'esprit humain à l'aide des machines et à quel point on peut imiter. Donc voilà, c'est vrai. Mais avant 1956, déjà Turing dans les années 50 et même avant, a commencé à réfléchir ces questions-là. Et dans un certain nombre d'articles, il va se dire vraiment, est-ce que les machines peuvent devenir intelligentes ? Donc il dit machine intelligence, il ne dit pas artificial intelligence, mais c'est tout comme. Donc ça commence dans les années 50. Et je dis donc dialoguer avec Alan Turing parce que c'est lui qui, dès 1936, en posant les bases qui vont donner notre monde numérique et l'informatique, va se dire finalement, à chaque fois que je peux spécifier une tâche, je ne sais pas, la tâche que vous voulez, parler, prendre les escaliers, rentrer chez soi, éviter un obstacle, calculer, décider si un nombre est premier ou pas. Donc peut-être des choses qui sont au départ mathématiques, mais après qui peuvent être beaucoup plus générales. À chaque fois que ça, c'est mathématisable, formalisable, eh bien, moi, Alan Turing, je vais pouvoir le mettre dans une machine très simple, qu'on a pris l'habitude d'appeler machine de Turing, et qui fait des opérations absolument élémentaires, peut-être même idiotes, comme additionner, soustraire, etc. Mais aussi complexe que soit la tâche à l'arrivée, je peux la décomposer en des tâches élémentaires. Et c'est ça ce qu'on appelle l'algorithmique. C'est transformer des tâches complexes en une suite de tâches simples qui vont s'enchaîner les unes les autres. Et donc le grand mystère, la grande énigme de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, est-ce que tout peut se décomposer à la fin ou pas là-dedans ? Voilà. Et ça, c'est l'énigme qui est posée par Turing et qui va être méditée par ce qu'on appelle ensuite les cybernéticiens. Donc, par exemple, McCulloch, Pitts, von Neumann, bien d'autres, Norbert Wiener. Des gens qui vont se dire, qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai une tâche à faire pour la décomposer, pour qu'elle soit faite par des machines. Voilà. Ça, c'est le point de départ, le point d'impulsion à partir duquel l'intelligence artificielle va se développer jusqu'à connaître les développements spectaculaires qu'on a vus ces dernières années. Alors, par exemple, pouvez-vous nous parler des réseaux neuronaux ? Car en fait, dès qu'on entend neurone, moi je pense au cerveau humain. Voilà. Enfin, au cerveau en général, mais humain en particulier. Exactement. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la machine de Turing faisait des opérations très simples, élémentaires, de façon... Alors, j'ai pas dit... c'est-à-dire, le processeur, c'est un processeur qui est dit être séquentiel. Il fait des opérations les unes après les autres, mais il les fait tellement vite qu'on a l'impression que tout se passe comme si le robot pouvait parler, entendre, ou comme si nos traitements de texte pouvaient comprendre, corriger nos textes, voire traduire automatiquement. Évidemment, il n'en est rien, puisque les opérations sont séquentielles, sont faites les unes après les autres. Avec les réseaux de neurones, on rentre dans une dimension légèrement différente. C'est ce qu'on appelle le connexionnisme. Et au lieu que les opérations soient faites les unes après les autres, elles sont faites en parallèle. Et donc, il y a une imitation du cerveau humain.
voyez ? Parce que là, je parle, évidemment, je traite les opérations les unes après les autres, mais en même temps que je parle, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'entends, s'il y a un bruit menaçant, il faut que je lâche mon micro et que je parte en courant. Donc, il se passe beaucoup de choses en parallèle. Et ça, c'est le propre du vivant, d'avoir des choses qui se passent en même temps. Et donc, les réseaux de neurones imitent le fonctionnement du cerveau, mais ils l'imitent de façon très, très, très schématique. Voyez ? Si vous voulez, on peut revenir au fonctionnement d'un neurone. Un neurone, ça, c'est des choses qu'on comprend dans les années 40. C'est quoi ? C'est un neurone formel, je vais dire formel, c'est-à-dire la schématisation d'un neurone biologique. C'est une espèce d'automate qui va recevoir des impulsions, qui va calculer les impulsions qu'il va recevoir, et si les impulsions sont plus grandes qu'un certain seuil, il va retransmettre ces impulsions aux différents neurones auxquels il est connecté. Donc, ça capture, ça imite en partie ce qui se passe dans un cerveau, mais le cerveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que ce qu'on va dire. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'avec ces neurones très, très simples, on peut, selon ce schéma et cette règle édictée par Turing, les arranger de manière à les complexifier petit à petit, et on va pouvoir comme ça faire beaucoup, beaucoup de choses, comme aujourd'hui, par exemple, faire en sorte qu'une voiture puisse conduire d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle va avoir des capteurs, de nombreux capteurs, et sans qu'on les programmé explicitement, par exemple pour éviter un obstacle, etc., évidemment, on va vouloir qu'elle évite un obstacle, mais c'est par le biais d'apprentissage, donc en réglant les poids de ces neurones, de ces impulsions entrée-sortie, avec des couches, avec des algorithmes très complexes, et en donnant des millions d'exemples à la machine, elle va ajuster les différents poids de ces neurones et faire en sorte qu'à la fin, elle ait le bon comportement. Alors, merci beaucoup parce que enfin, je comprends comment ça fonctionne, les réseaux neuronaux. Merci beaucoup, Nazim. Alors, il y a un autre point qui m'intéresse, justement. Il y a pas mal de sociétés qui travaillent sur des dispositifs qui font en sorte que leur intelligence artificielle apprennent par elles-mêmes, entre elles, et c'est pas forcément des apprentissages dispensés par l'homme qui introduit des programmes ou des exemples par milliers ou des photos, pareil, par milliers. Alors c'est pareil, ça me questionne beaucoup. Oui. Alors, Véronique, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste de relever un petit point de vocabulaire. Vous avez dit tout à l'heure leur intelligence artificielle, d'accord ? Alors, c'est très courant, tout le monde utilise cette façon de parler, je l'utilise aussi. Voilà, c'est un biais. Parce que vous voyez, on dit leur intelligence artificielle, on entend souvent dans les médias les intelligences artificielles. Alors on a l'impression que c'est des créatures. Autant on peut être à l'aise quand on dit l'intelligence artificielle comme domaine de recherche, mais dès qu'on on se met à réifier, à en faire des choses, des créatures, alors vous voyez, il faut être un peu attentif à ce genre de choses. Mais c'est un biais de langage que tout le monde utilise. Voilà, mais c'est intéressant à noter. Alors, comment ces systèmes d'intelligence artificielle, si on veut les appeler comme ça, apprennent-ils par elles-mêmes ? On va reprendre ce schéma qu'on avait donné. On va imaginer maintenant que ce sont donc des automates connectés avec des poids, simplement des seuils. C'est justement simplement des nombres qui vont régler ça. Et évidemment, la grande difficulté, c'est de savoir comment ces poids peuvent s'ajuster. Alors, parmi les choses spectaculaires qui ont placé l'intelligence artificielle sur le devant de la scène, vous avez peut-être entendu parler des systèmes, des programmes qui ont battu les meilleurs joueurs de Go. Ça a été mis en scène par des filiales de Google qu'on appelle DeepMind, une filiale de Google. Et il y a un magnifique documentaire qui circule où on voit tout le suspense qui peut avoir lieu. C'est très très bien fait. Et alors, comment ça s'est fait ? D'abord, on a donné à la machine des parties qui avaient été faites par des humains. Et on lui a dit, machine, apprends à jouer avec ça. Et la machine a ajusté ses poids de réseau de neurones. Ça fait évidemment que la machine a appris à jouer. Mais on n'était pas capable de dire si elle battrait les meilleurs joueurs ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait depuis longtemps qu'une machine peut bien jouer aux échecs. Mais les échecs, on disait, c'est combinatoire. On se disait, si lui joue ça, je joue ça, si là. Et donc, il faut explorer des arbres de décision jusqu'à arriver à avoir plus loin que l'être humain. Et donc, on n'était pas trop surpris que la machine joue
bien aux échecs. Mais on disait le Go, attention, c'est pas pareil, parce que le Go, lorsque je pose une pierre, le but du Go, c'est d'étouffer son adversaire ou de capturer des zones sur le Goban. Et lorsque, moi je joue pas au Go, j'ai joué aux échecs mais pas au Go, mais j'ai compris que lorsque je joue une pierre, blanche ou noire, la répercussion peut être dans 30 coups ou dans 20 coups. Ça peut être dans très longtemps. Donc, c'est plus du tout la même façon pour bien jouer au Go. D'où le fait qu'en Asie, c'était vraiment quelque chose qui était très estimé comme un jeu de stratégie, comme un peu l'art de la guerre. C'est-à-dire, je fais quelque chose, mais je cache mes intentions, et peut-être qu'on va comprendre mes intentions dans 20 ou 30 coups. Ce qui est remarquable, c'est que les réseaux neuronaux artificiels, qui calculent uniquement avec des entrées-sorties et des poids, ont réussi à imiter ce fonctionnement-là. Et parmi les meilleurs joueurs de Go ont été battus par ça. Alors, les sceptiques vis-à-vis de ces techniques ont dit « Ah, mais d'accord, mais c'est pas encore de la créativité, parce que vous avez donné toutes les meilleures parties, donc en gros, vos algorithmes ont appris en étudiant les meilleures parties. » Sur quoi cette filiale de Google, et j'insiste là-dessus parce que vous voyez, c'est pas au MIT, c'est même pas dans les meilleures universités maintenant que c'est faite cette recherche. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais c'est quand même quelque part dérangeant que ce soit des entreprises privées qui aujourd'hui développent les techniques les plus pointues d'intelligence artificielle. Mais je referme cette parenthèse. Et donc, ils ont fait des systèmes où les algorithmes jouaient contre eux-mêmes. Et là, on va retrouver maintenant un ingrédient intéressant de l'intelligence artificielle qui est le rôle du hasard. On ne s'attend pas à ça. Et comment on fait ? Par exemple, on prend un programme qui joue très mal, qu'on a décidé, on fait un programme qui joue de manière complètement idiote. Alors, ce programme va jouer contre des copies de lui-même. D'accord ? Mais ces copies, on va modifier un petit peu justement ces fameux poids des réseaux de neurones. Donc il va jouer contre des copies qui sont modifiées aléatoirement. Et puis, parmi, disons, les 10 copies qu'il va jouer, on va sélectionner les 2 meilleures, celles qui l'ont battu, parce que parfois on va faire des modifications qui sont aléatoires et qui vont battre ce programme original. Donc vous voyez où je veux en venir. On fait de la sélection naturelle. On va garder ces 2 meilleures copies, on va elle-même en produire des modifications, les faire jouer contre les meilleures, et ainsi de suite. Et comme ça, on itère. En faisant se battre un ordinateur virtuel contre des copies de lui-même, eh bien, on fait des sélections comme ça et on augmente progressivement le niveau jusqu'à parvenir à des choses qui vont dépasser finalement le concepteur. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a réussi dans ces fameuses compétitions de Go à créer des programmes qui vraiment avaient inventé des nouvelles façons de jouer qui n'avaient été jamais conçues par l'être humain. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas se dire que ces systèmes-là sont parfaitement contrôlables. Parfois, ils vont au-delà de nos espérances. Alors justement, il semble qu'un des défis de certains chercheurs soit de faire appréhender la temporalité humaine par les machines. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien que les machines, elles ont une puissance de calcul qui est bien supérieure à la nôtre. En revanche, il y a des choses pour lesquelles on a besoin de temps, de réflexion, de maturation, et qu'elles n'ont pas forcément cette appréhension-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ? Alors voilà, là on rentre dans un sujet qui est passionnant, qui s'ouvre. C'est-à-dire que dans tous les problèmes qu'on vient de dire, par exemple jouer au Go, ou traduire un texte, ou par exemple décider de la composition d'un nouveau médicament, dans tous ces programmes-là, dans tous ces problèmes-là, la temporalité n'intervient pas au fond. Si vous avez une machine qui calcule 2 fois plus vite, vous ferez une réponse 2 fois plus rapidement et puis point final. En revanche, si on revient à la question originelle effectivement de l'intelligence artificielle, et si on veut vraiment avoir des robots qui interagissent avec nous, il faut qu'ils soient en bonne intelligence. On peut revenir à l'étymologie du mot intelligence. Inter pour intel, et légere, alors c'est un mot très riche, légere, qu'on peut ramener au logos, à la parole, au discours rationnel, au fait de cueillir aussi, le fait de choisir des choses.
un mot extrêmement riche. Mais donc, si l'intelligence artificielle doit être interligence, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui soit parmi nous, au sens inter, à ce moment-là, des problèmes colossaux et non résolus arrivent. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le fait que les robots soient de plus en plus présents parmi nous, je vais dire les choses un peu de façon crue, nous rendent fous ou nous rendent un peu... vous voyez, imaginez que vous avez des robots qui sont toujours là à vous solliciter, ou qui sont très rapides, ou qui ne savent pas ce que c'est que la temporalité humaine. Qu'est-ce que ça va être ce monde dans lequel on va habiter ? On va être peut-être ultra performant, mais vous voyez que déjà, on a ce sentiment d'accélération qu'on est pris par nos outils, ça va ne faire que s'accélérer. Donc, qu'est-ce que c'est que la temporalité ? Voilà. Ça, moi, c'est la question que j'aimerais poser. Et est-ce qu'un robot peut y accéder et comprendre ce que c'est que cette histoire de temps qui passe ? Et je crois que là, on touche vraiment au défi. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait comment répondre à ça. Du fait, ce qu'on disait au début, et on revient au dialogue avec Alan Turing, que comme nos algorithmes sont tous des algorithmes qui, in fine, reviennent à faire des opérations séquentielles, finalement, le robot ou le système d'intelligence artificielle n'a pas sa propre temporalité. Vous voyez, les êtres humains, moi, tous, on a notre propre temporalité, parce qu'on a le fait de se lever le matin, se coucher, on a la digestion, on a le fait d'avoir le cœur qui bat plus vite ou plus lentement. Voilà, là je suis en train de parler, donc mon cœur bat plus vite, et ainsi de suite. On a le fait qu'on sait qu'on va mourir, on a toutes ces temporalités-là. Et même au-delà de notre vie, on a tout ce qui s'appelle la civilisation, le fait que des gens ont construit des choses avant nous, des monuments, la langue nous vient de nos ancêtres, beaucoup de choses. Donc vous voyez, on n'arrive pas là comme un robot tout de suite qui est créé de toutes pièces. Un être humain, c'est toute une histoire propre et une histoire qui le dépasse. Voilà. Et là, je pense qu'on touche vraiment au cœur de ce que l'intelligence artificielle, par nature, par la façon dont elle est construite, ne peut pas avoir accès. Vous voyez ? Souvent, on dit c'est les sentiments. Et donc, Turing dit, mais je peux programmer une espèce de robot qui imite les sentiments, etc. Mais par contre, un robot qui aurait une culture, qui viendrait s'insérer parmi les êtres humains, et ça, on ne sait pas du tout ce que ça signifie. Et je pense que c'est le cœur du défi qu'aura affronté l'intelligence, c'est ne pas faire simplement des systèmes qui soient efficaces, mais des systèmes qui nous permettent d'habiter le monde correctement. Alors en fait, le danger avec l'IA n'est pas moins qu'elle prenne le pouvoir sur l'homme que celui-ci ne veuille tout accélérer pour être au tempo de la machine. Exactement. C'est finalement, pour moi, le grand danger, c'est finalement pas Terminator. Et je vais même être encore plus radical. Souvent aussi, les gens pensent que le danger, bon d'accord, c'est pas Terminator, mais le danger, c'est la mainmise capitalistique par les grands groupes, les fameux GAFAM. Il est vrai que aujourd'hui, cette scène de l'intelligence artificielle est dominée par quelques acteurs qui sont monopolistiques, qui ont trusté la recherche, les moyens, et ainsi de suite. Mais même ça, je pense que ce n'est pas véritablement le grand danger. Parce que, au fond, on ne sait pas, peut-être dans quelques années, ces gros dinosaures vont laisser le pas à d'autres choses. Tout peut se passer. Mais en revanche, comme on vient de le dire, le danger peut-être plus fondamental et plus caché, c'est que ça modifie tellement notre façon d'interagir avec les autres êtres humains, qu'on soit toujours en train de courir avec ces outils qui sont de plus en plus performants, qu'on ne sache plus habiter le monde et qu'on ne sache plus habiter le temps. Donc il faudrait qu'on ait une éducation à ces outils-là, que parfois on se dise, j'ai ça, d'accord, mais je vais le mettre de côté, se limiter soi-même. Peut-être ça va me rendre moins performant de ne pas utiliser ça, mais peut-être que je vais avoir un rapport correct d'attention aux autres, d'attention au monde, d'attention aux nuages, au soleil, à une fleur qui prend son temps de fleurir. On est au printemps, il se passe plein de choses, vous voyez. Donc le danger, et je le vois dans les nouvelles façons des étudiants d'habiter, etc., c'est effectivement de modifier notre rapport au monde, modifier notre rapport au temps. Et peut-être qu'il faut réfléchir d'abord là-dessus pour avoir une intelligence artificielle qui soit à notre service, que ce ne soit pas
nous qui soyons à son service. Alors, merci beaucoup Nazim pour toutes ces réponses et pour vos lumières sur l'intelligence artificielle. Alors maintenant, je vais poser une dernière question. Où en sont vos recherches? Alors, sur quoi portent-elles? Alors, mes recherches purement scientifiques portent sur, alors si on veut revenir au thème de l'intelligence, sur le fait d'être en bonne intelligence. Ce mot-là, il me plaît beaucoup. Et donc je travaille, mais alors encore une fois, sur des caricatures mathématiques de la bonne intelligence. C'est-à-dire je travaille sur des systèmes où on a un grand nombre d'entités qui interagissent et on veut les coordonner pour qu'elles arrivent à un résultat. Vous pouvez penser aux fourmis, par exemple. Les fourmis font des choses magnifiques sans qu'il y ait un chef d'orchestre qui leur dise comment y arriver. Évidemment, les abeilles, mais aussi il y a plein de phénomènes dans la nature où on a beaucoup d'acteurs qui sont en interaction et qui arrivent à se coordonner pour faire des choses. Alors ça m'intéresse beaucoup. Et dans ces systèmes-là, qu'on appelle les systèmes complexes ou des systèmes distribués, je m'intéresse au rôle du hasard. Est-ce que le hasard, c'est quelque chose qu'il faut combattre, ou au contraire, est-ce que le hasard, c'est quelque chose dont il faut tirer parti pour arriver à ses fins? Donc voilà, ça c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. J'y travaille de manière mathématique et algorithmique. Et le modèle que j'étudie le plus, ce sont les automates cellulaires. Il y a des questions qui sont très très importantes, très simples à poser et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et j'aimerais bien éclaircir autant que possible ce domaine de recherche. Merci Nazim. On reviendra sur le sujet dans un prochain podcast. Merci. Au revoir. Avec plaisir. Merci Véronique. C'était Lumière sur l'intelligence artificielle avec Nazim Fattès, chercheur au Lauria, laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, CNRS, Université de Lorraine, INRIA.